C'est un plaisir aujourd'hui de vous partager un moment privilégié avec mon ami Pascal Paquette. Mais juste avant, on en a beaucoup à raconter. Mon nom est Hélène Hmm. Bolduc, je suis conférencière, formatrice, auteure depuis une trentaine d'années, pareil comme Pascal, qui a un si long parcours. On est bien jeune, mais on a quand même quelques dizaines d'années derrière nous d'expérience. Et aujourd'hui, mon but, c'est de m'entretenir avec lui parce que, outre le livre qui vient de sortir, qui s'appelle Phare dans la tempête, et le sous-titre Garder sa lumière allumée quand le monde chavire, que je veux vous présenter, je veux aussi aller explorer qui est Pascal derrière cet homme qui a beaucoup d'expérience au niveau professionnel, qui a été pendant des années dans l'accompagnement aussi plus privé et tout ça. Il pourra vous en parler. Mais comment on s'est connus? En 2013, je reçois un message et vous avez vu derrière lui sa marque par le cœur. Alors, ça s'exprime bien dans sa pratique. Pascal me contacte pour une collaboration professionnelle et de là, on a fait quelques conférences ensemble, des soirées de méditation et tout ça. La vie nous a emmenés dans d'autres trajectoires. On est allé expérimenter différemment. Et dernièrement, avec la sortie de son livre, Pascal reprend contact avec moi et pas besoin de vous dire que là, la machine à créativité est repartie. Donc, Pascal, merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est Hmm. vraiment un plaisir de t'accueillir. Donc, je te laisse vraiment la Merci parole à toi, Lynn. nous parler un Hmm. peu de toi, de ton parcours, de ce qui a amené aussi à ce livre-là. Et je sais que je te mets plusieurs questions, mais aussi qu'est-ce qui t'a inspiré l'extraordinaire couverture. Donc, Hmm. je te laisse nous dérouler les chemins de ton inspiration. Oui, ben oui, c'est vrai. Ça me rappelle aussi quand tu fais l'introduction et tu parles des conférences qu'on a données ensemble. Je me souviens aussi de notre tournée en Gaspésie. Oui, vraiment, Oui! tellement. Ah oui. Ah oui, ça c'était vraiment, vraiment agréable. Vraiment un beau moment. Tout à Sur le fait. bord de la Ah, rive à percer, ouais, oui, de beaux oui, souvenirs. oui. Vraiment, Hmm. vraiment. Et on Ben est prêt oui. à en créer d'autres. Oui, et on a un parcours, comme on s'en était parlé, très similaire, hein. On se suit quelque part, même quand tu lisais le livre, tu reconnaissais des choses que toi aussi tu dis, c'est vrai. On a des très, très grandes similitudes. Alors voilà, pour répondre à la question d'où je viens, ce serait long si je répondais vraiment à ça. On parlerait que de ça, mais allons-y de façon simple, en fait. Voilà, c'est pour moi ce qui est important, comme le nom le dit, par le cœur. C'est vraiment tout ce qui passe par le cœur, que ce soit parler avec le cœur ou à travers le cœur, hein, c'est deux façons de le dire. Euh, tout ce que je fais, absolument tout est orienté dans ce sens-là. Les rencontres individuelles que je fais avec les gens, les formations, les conférences, les ateliers et plus récemment, l'écriture de livres. Alors, comment ça a commencé? C'est que ça fait très longtemps, en fait, que j'écris tranquillement, mais tu sais, jamais vraiment publié officiellement pour par le cœur. J'ai une publication, mais aux éditions universitaires européennes qui n'a rien à voir avec le travail dont on va parler aujourd'hui, mais quand même, j'ai déjà publié dans le passé. C'était un travail universitaire. J'ai aimé écrire, mais je voulais écrire quelque chose avec plus de sens, plus profond, hein. Alors, pour aller toucher les gens, puis aider aussi, bien sûr, dans des moments de transition. Alors, j'étais en train d'écrire un roman qui s'appelle Le Bracelet du désert. Ça, c'est son titre provisoire que j'ai remis au Dauphin Blanc, je pense que je te l'avais dit, hein. Alors voilà, donc ça, je suis en attente. Et à un moment donné, ben, les événements se sont succédés, hein, au niveau international et ça m'a amené à interrompre l'écriture du roman, carrément, et de me lancer dans l'écriture du livre phare dans la tempête que je trouve, ça a été, comment dire, quand, tu sais, j'ai été ramassé par l'énergie, je peux pas le dire autrement que ça, je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Les mots, ils disent qu'est-ce qu'ils disent, là. C'était pas mon choix, mais ça m'a choisi, vraiment. C'est comme ça, je peux le dire. Ouais. Euh, Ça s'est fait en un éclair. Ça s'est fait, tu sais, c'est comme, c'est arrivé. Voilà. Je l'ai pas choisi. Ça m'a choisi, puis je l'ai livré. Vraiment, ça passait à travers. Alors, c'est un livre tellement important,
tellement important, tu sais, avec actuellement tout ce qui se passe en plus, là, en date d'aujourd'hui, mais globalement, vraiment, sur la planète. Moi, je trouve ça vraiment important de, non seulement de regarder ce qui ne va pas, mais regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans et comment on peut agir. Parce qu'il y a tellement de sentiments d'impuissance qui viennent de tous ces événements-là qu'on regarde des fois à distance, qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio ou qu'on voit, peu importe, dans les fils de nouvelles. Et ça nous touche, ça nous bouleverse. Je pense que tout le monde ne peut pas être vraiment indifférent à ça. Alors, il y a plusieurs façons d'y réagir. Puis moi, ben, une des façons d'y réagir, du moins, c'est en écrivant. Je dis, voilà, moi, je vais écrire, puis je vais tenter de donner un côté plus lumineux à tout ça. D'ailleurs, comme tu disais, la couverture, je la reprends ici, là. Alors, on voit un être qui est face au soleil, par exemple, hein. On le voit de dos. Et il y a la lumière vers le torse vers le soleil. Mais ce que je trouve intéressant, et ça c'est l'œuvre vraiment, pour être bien franchement, du designer, hein. Moi, j'ai donné l'idée, mais c'est lui qui l'a créé. Alors, il a mis Tellement bon. l'ombre. Ah, c'est tellement bon. L'ombre de l'être est un phare, hein. Puis, comme il me disait, il dit, ça arrive avec la fleur de vie ici que Cindy Daou a créée il y a plusieurs années, donc qui est comme le logo que j'utilise, qui est l'émanation vraiment de la fréquence de l'âme. C'est comme ça que cette fleur de vie-là est créée, donc c'est unique, c'est pas quelque chose qui est répété, là. C'est unique à moi pour celle-là. Alors, chaque personne a sa fleur de vie, alors ça, c'est la mienne en évolution. Alors, tout ça est rassemblé sur l'image, sur la page de couverture. Et puis pour moi, ça symbolise vraiment ça, rester solide, ancré, planté sur terre, conscient, ouvert, lumineux, rayonnant et stable. Voilà, c'est l'image du phare, je pense. Ouais. C'est vraiment bien expliqué, puis c'est tellement représentatif aussi de ce qui nous est demandé, je pense, dans notre souveraineté intérieure qu'on pourrait explorer, parce que j'ai le goût qu'on aille partager quand même certaines grandes lignes aux gens de qu'est-ce que tu as amené comme message à travers de tout ça. Et toi qui es un grand explorateur aussi, parce que le but est pas de parler de la politique dans le monde et tout ça, on est Non. ailleurs. Mais tu as eu la chance d'œuvrer à travers beaucoup de continents, beaucoup de pays, d'aller explorer. Donc, ta vision globale de l'humanité, elle est quand même ancrée aussi, sans se comparer à personne, mais à quelque chose que tu es allé voir sur le terrain, comment les peuples vivent. Tu l'as mis beaucoup dans ta pratique aussi, cette énergie de conscience-là, et tu as été capable dans tes voyages aussi de regarder l'humanité avec les yeux du cœur, d'aller voir le beau à travers le chaos parfois. Bref, tu as un enseignement aussi qui est très vaste sur lequel il y a des bases qui sont les tiennes, qui se démarquent et qui sont profondes et très senties. Donc, on se lève pas un matin, je pense, en disant je vais écrire un livre ou autre. Ça peut être le cas aussi, mais souvent, pour l'être moi-même auteur, c'est une pulsion Oui. de vie, c'est une pulsion d'âme. Comme tu dis, on est happé par cet élan-là, puis c'est ce que tu traduis vraiment beaucoup pour amener chaque personne qui va prendre le temps d'aller à la rencontre d'elle-même à travers ton livre, à se reconnaître dans toute sa lumière. Donc, c'est Hmm. pour ça que d'entrée de jeu, je trouve que notre rôle, comme tu le dis si bien, c'est pas de chercher à contrôler les vagues, mais de maintenir une fréquence qui est en harmonie. Et c'est un langage qu'on entend de plus en plus, des fois qui est peut-être moins évident pour certaines personnes quand on parle de fréquence vibratoire, d'avoir des hautes vibrations. Donc, j'aimerais ça te laisser aller pour situer les gens par rapport à tout cet élan d'harmonie que tu les amènes à avoir à travers le livre pour reconnaître toute cette lumière-là qui les aide à surfer sur les vagues et non être dans le contrôle. Hmm. Oui, et ça m'amène à dire, je suis capable de prendre des mots très plus complexes, comme je suis capable de prendre des mots simples. Et ici, je voulais vraiment le vulgariser, le rendre simple, accessible à tous. C'est vraiment le but aussi que je me donnais d'en faire dans la tempête. Euh, Juste à et montrer comment est-ce qu'il est aéré, facile à lire. C'est oui, vraiment oui. bien divisé comme ça tout au long du livre. Oui, ah ben tiens, je me permets de le dire en même temps. Je l'ai même traduit à l'anglais pour ceux qui préfèrent parler anglais, parce que je suis bilingue. Donc voilà, Lighthouse in the Storm. Et
le même livre en anglais. Et il y a un petit peu plus, un petit peu moins de pages en anglais parce que généralement, c'est plus condensé. Donc, c'est un livre très facile à lire, 232 pages, très accessible. Il y a des exercices aussi à l'intérieur, on pourra en reparler. Mais voilà, donc pour revenir à ta question, c'est la question des fréquences, hein, puis comment rester stable. Alors, moi, j'aime beaucoup les métaphores très simples. Ça permet de comprendre les choses, ça les rend accessibles. Quand on est dans quelque chose d'un peu plus philosophique ou de peu plus technique, la métaphore ramène les choses où tout le monde comprend. Vraiment. Alors, par exemple, il fait, je ne sais pas, -10, -15, -20 degrés Celsius à l'extérieur. Et tout à coup, on veut aller à l'extérieur. On est dans la maison, il fait bien, on est à 20 degrés, et puis on veut aller à l'extérieur. Il fait froid, bien sûr, et on veut garder notre chaleur, hein. C'est un peu comme garder notre fréquence ici. On veut garder notre chaleur, on veut garder notre température. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas sortir à l'extérieur sans manteau ou sans tuque ou sans mitaine. On va s'habiller en conséquence et on va aller à l'extérieur. Maintenant, peu importe la qualité du manteau qu'on a, il y a une certaine limite de ce qu'on peut tolérer, rester à l'extérieur pendant combien d'heures avant de commencer à ressentir le froid. Alors là, il y a deux choses qu'on peut faire, soit entrer à l'intérieur, comme rentrer à l'intérieur de soi, retrouver son espace intérieur, donc retrouver sa fréquence, hein, se réchauffer, pour ensuite retourner à l'extérieur, pourquoi pas après, c'est la vie, c'est ce qu'on fait, hein. On va dans la vie, on rencontre des gens, on vit des situations. Ou bien on reste à l'extérieur, mais on se met en mouvement. On peut s'activer, on peut bouger, courir sur place ou faire un sport quelconque. Et là, on génère de la chaleur. Et encore là, à un moment donné, on a quand même besoin de retourner à l'intérieur, recharger nos batteries, refaire nos forces, se nourrir, hein. Ça, c'est une image. Et c'est ça, maintenir sa fréquence, peu importe la température ici. Maintenir sa chaleur intérieure, peu importe la température. On ne va pas se laisser geler tout à coup physiquement parce qu'à l'extérieur, il fait froid. Donc, on va choisir, ben oui, notre champ électromagnétique, notre manteau qui garde notre bulle de chaleur autour de nous. Et ça a sa limite. On doit revenir à l'intérieur et refaire nos forces. Un peu, j'aime beaucoup aussi l'image de la technologie, hein. On prend un appareil téléphonique, un téléphone quelconque, on l'utilise, la pile se décharge, et à un moment donné, on veut la recharger, donc on le branche à la source, l'électricité. Et tout à coup, on retrouve notre charge. Et donc, comme ça, on peut s'en servir constamment. Si on a à parler 8 heures de temps au téléphone en continu, bien sûr que probablement la pile, elle ne tiendra pas le coup. Elle ne tiendra pas 8 heures. Donc, pourquoi ne pas, et là je pousse un peu, mais pourquoi ne pas laisser le téléphone branché à la source en permanence? Pourquoi pas? Pourquoi épuiser la batterie? Pourquoi se rendre en mode d'économie d'énergie? Pourquoi stresser, vivre de l'anxiété, de la peur que tout à coup notre téléphone arrête de fonctionner? Alors, ben non, on va le garder branché autant que possible à la source pour garder sa pile bien chargée. Et si vraiment on doit se débrancher pour une raison ou une autre, on doit aller à l'extérieur ou peu importe, ben là, on a une pile qui est bien chargée qui va nous donner de l'énergie pendant un bon moment. Alors, c'est ça un petit peu la métaphore que j'utilise pour dire garder sa fréquence, garder sa lumière allumée. Et évidemment, si il fait 20, 22, 23, 24 degrés à l'extérieur, j'ai pas besoin de prendre autant soin de ma bulle de chaleur parce que l'extérieur n'est pas dérangeant par rapport à ça. C'est en harmonie avec moi. Mais si ce ne l'est pas, que ce soit trop chaud ou trop frais, ben, je dois m'ajuster pour moi garder mon bien-être. Ça a du sens? C'est tellement bien dit, c'est une des explications les plus simples, fluides et compréhensibles que j'ai pu entendre, vraiment. Puis, Ouais. tu amènes chaque personne, dans le fond, aussi à rester dans l'œil du cyclone. Peu importe, Ouais. cyclone est un grand mot, mais peu importe ce qui se passe autour de nous, en restant connecté à la source, à notre intelligence supérieure, peu importe comment on l'appellera, selon les croyances de chacun ou chacune, bien, on n'est plus dans un esprit de sacrifice non plus à vouloir se soumettre à tout ce nous est demandé, tout ce qu'on a pensé on devait faire ou être pour pas déplaire et autres. On a ces concepts-là aussi que quand on apprend à s'en dissocier, c'est-à-dire en étant centré dans l'œil de la tornade, peu importe, dans la tempête, là, on reste au centre, bien, on reste connecté beaucoup plus facilement sans pomper notre énergie. C'est un petit peu tout ça que Oui, j'entends derrière aussi, et ça nous amène à oui, rester ancré dans l'amour de soi, dans la conscience, peu importe ce qui se passe. exact.
Tu sais, je me souviens, j'avais peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, et je lisais un livre, je ne l'ai jamais retrouvé, en fait, je ne l'ai probablement pas gardé, ça s'appelait Solitude face à la mer. J'ai failli en parler dans le livre Phare dans la tempête. Solitude face à la mer. Et à un moment donné, l'auteur parlait elle était à Percé, elle était devant la mer, elle prenait un moment de contemplation et elle réalisait que le seul espace qui n'est pas en mouvement, par exemple, si on prend une roue de vélo ou une roue de peu importe d'auto, c'est le moyeu au centre, hein, la vis, le moyeu. Et tant qu'on reste au centre et qu'on ne se laisse pas emporter par le mouvement hein, qui tourne comme ça, on n'est pas étiré vers les parois. Tant qu'on reste au centre, la vie peut rouler à la vitesse qu'elle veut, il n'y a pas de problème. On reste le seul aspect qui est stable de la roue de vélo est au centre. Hmm. Si, pour une raison ou une autre, on est tout à coup happé vers l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qui arrive? On doit arrêter, vraiment, on doit stopper le vélo, stopper la roue pour pouvoir revenir vers le centre. Et là, petite image que seulement, peut-être que toi tu t'en souviens, les personnes qui ont déjà connu la ronde il y a longtemps, hein, le- les manèges, la ronde, hein, Ouais. si jamais il y a des Européens qui nous écoutent, ils vont dire, mais de quoi ils parlent? Alors, je vais l'expliquer un peu, parce qu'il y avait le rotor. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ben, je suis pas très manège, moi, mais on connaît Non, la hein? ronde. J'en ai fait La un ronde. petit peu dans des activités dans certains festivals au Québec et j'en ai pas fait carrière. Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le rotor est quelque chose qui se met à tourner, 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 et ça nous colle sur les côtés. Tu sais, c'est l'image inverse que je donne un peu, mais ça nous colle sur les côtés. Et là, ils peuvent même enlever le plancher. Et on reste collé sur les parois. Et tant que ça tourne, on ne peut pas revenir vers le centre, c'est impossible. Et on doit arrêter. Et ça, c'est intéressant. La métaphore, si je la pousse un petit peu, c'est que tant qu'on reste centré, ça va bien. Et quand on se laisse décentrer, et c'est pas grave, hein, vraiment, c'est pas grave, c'est normal, je dirais, ça fait partie de la vie. À un moment donné, il y a quelque chose qui nous happe, quelque chose qui nous décentre, qui nous désharmonise ou peu importe. Ben là, on prend le temps de se retrouver. On prend le temps d'aller méditer, respirer, contempler. Tout ce qui nous permet de revenir au centre. Puis une fois qu'on a retrouvé notre centre, eh bien voilà, on peut à nouveau rencontrer la vie. Ce qui est à éviter, c'est de rester dans le décentrement et tenter de continuer les événements. Ça, c'est jamais intéressant comme résultat. C'est vraiment bien dit. Puis des fois, souvent, moi, une petite phrase que je me suis souvent demandé, puis ça va m'arriver encore. Est-ce qu'il y a de la joie, de l'aisance, de la légèreté dans qu'est-ce que je suis, dans qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en harmonie avec mes besoins, avec mes valeurs? C'est quoi? Ça peut paraître dur, mais c'est quoi mes territoires non négociables? Autrement dit, que si on prend la relation de couple, je fais une petite parenthèse, mais Mhm. si vous voulez être en couple, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Donc, dans l'intimité, dans la communication, spirituellement et tout ça. Et quand on est en accord avec ces valeurs-là, on reste dans le centre encore beaucoup plus facilement parce que on se connaît mieux, on est plus ancré. Donc, je trouve que ça fait un parallèle un peu avec ce que tu dis aussi. Puis, si on va un petit peu plus loin dans ton livre, quand tu parles à un moment donné qu'on n'est pas brisé intérieurement, fondamentalement, même si des fois on a la perception que ça a été le cas, si on a vécu des abus, des traumas, où il y a toutes sortes d'histoires de vie, mais on est plus comme voilé. Autrement dit, notre lumière, elle est déjà présente, mais elle attend que on enlève des couches des fois, puis d'éviter de voir ça comme un travail, mais plutôt une renaissance à soi-même, parce que oui, on a des programmations, des peurs, des croyances, et souvent c'est identifié à tout ça, mais il y a une phrase que tu amènes, puis que moi, ça me rejoint tellement, c'est une philosophie de vie en lien avec le fait qu'on n'est pas brisé, mais que la lumière est toujours là, se souvenir de qui on est. Oui, se Tellement souvenir de qui on important. est. Oui, tout à fait. Et ça, je vais prendre le mot travail ici, c'est souvent le travail d'une vie ou de plusieurs années. C'est pas quelque chose qu'on dit, tiens, je me souviens de qui je suis, parce que sinon, ça reste des mots. On peut bien entendre quelqu'un d'autre dire, voilà qui je suis, ça reste des mots, mais c'est de le ressentir, de l'intégrer profondément. Et j'aime souvent dire que peu importe ce qui nous est arrivé, peu importe ce qui nous est arrivé, ça ne détermine pas qui on est. Et ça, c'est tellement important, je trouve, de saisir et comprendre ça. Tu sais. Peu importe le passé qu'on a eu, les abus qu'on a subis, la culture ou les événements qui ont créé notre personnalité, veut pas, hein, mais ça crée notre personnalité, pas qui on est.
Alors, pour prendre la meilleure image, pour aller dans le sens de ta question, c'est, mais qui est-on vraiment? Hein? Comment on peut savoir qui je suis? Ça, c'est, c'est la grande question qui est vraiment pas facile à répondre. Alors, je vais y aller plutôt avec une métaphore, encore une fois, plutôt que de me Oui, perdre dans des vas-y. explications, hein. Alors, quand on pense à ça, là, imaginons là, tout le monde sait c'est quoi, soit qu'on on a été parent ou on a tenu dans nos mains un petit bébé ou on a vu en tout cas un petit bébé dans notre vie. Ce petit bébé-là, quand il arrive, là, hein, naturellement, on les regarde et on les aime et on les trouve beaux et on est comme, waouh, quelle belle lumière. Tu sais, c'est naturel. À peu près tous les êtres humains, à moins d'être vraiment, vraiment voilés, vont avoir ce feeling-là en regardant un nouveau-né. Et je m'amuse souvent à dire, il fait zéro performance, là. Il parle aucune langue, il a aucun diplôme. Il est tot- hein, c'est vrai, il est totalement dépendant de tout le monde. Bref, il sert à rien dans la société. Je dis ça avec un clin d'œil, on suit. Il n'y a aucune utilité comme telle. Il répond à aucune norme. Et voilà, et pourtant, on l'aime totalement et inconditionnellement. Et ça, c'est la meilleure façon de dire, ben, c'est là qu'on est le plus proche de ce qu'on est vraiment. C'est avant toutes les couches, tous les conditionnements. Et toutes ces couches-là, tous ces conditionnements-là, comme des pleurs d'oignon, et j'en parle un petit peu dans le livre, on doit les enlever une à une. Et c'est ça quand je dis le travail d'une vie parfois, une à une, jusqu'à retrouver le cœur de qui on est au centre de tout ça. Et ça, c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, penser, croire de nous-mêmes, nos rôles, ce qu'on fait, ce qu'on vit. Tu sais, je suis. Hein. Des fois, on va dire je suis parent, je suis coach, je suis conférencier, je suis. Donc, on crée une identité comme ça, ce qui est correct aussi. On a besoin de ça pour fonctionner dans la société, mais pas y croire comme si c'était nous-mêmes, ça. Et c'est ça tout le travail de retrouver l'essence, la lumière de qui on est. Et je me souviens, ça me rappelle, quand on donnait des conférences ensemble, tu parlais souvent du prisme. Hein? Et oui, je me Tu te souviens. souviens de ça? Ouais, Mhm. ouais. Une Voilà. belle anecdote à percer, entre autres, ouais. Inoubliable. Oui, oui, oui. Et ça, le prisme, c'est tellement ça, tu sais, c'est cette espèce de joyau intérieur qui reçoit la lumière et qui la rediffuse, et sous de multiples couleurs. Alors voilà essentiellement comment je peux le dire. Sans rentrer dans les détails de se perdre dans des technicalités, vraiment, c'est de retrouver cette pureté de l'enfant en nous avant que toutes ces couches-là. Et tantôt, tu parlais de joie. Si tu me permets, je vais continuer parce que je suis comme sur mon élan. Tu parlais de joie et quand on regarde un enfant jouer, il joue pas, il pense pas à ce qu'il fait. Il joue. Il est dans la joie. Il est dans la spontanéité. Il assemble des choses, il désassemble des choses, il bouge des trucs. Il joue tout simplement. Il réfléchit pas. Puis plus tard, à un moment donné, on se met à réfléchir, hein, ce qui fait Mhm. partie de la vie. Euh, c'est correct. Et quand on se met à réfléchir, mais trop réfléchir, c'est là tout à coup qu'on perd de vue un peu cet enfant joyeux, spontané, vivant et vivace. Et c'est ça qu'on veut retrouver. C'est ça qui est à retrouver à l'intérieur de soi. Oui, puis je trouve qu'actuellement, on a besoin, tu sais, c'est facile des fois de dire on va aller dénouer des choses du passé, puis ça peut amener à creuser dans le passé, même si on est conscient qu'on a des couches à enlever, là. Mais dans l'instant présent, on a aussi besoin de contempler tout ce qui est beau, puis vers quoi on veut aller individuellement et comme société. Puis je trouve que c'est ces volets-là que tu ouvres également pour éviter de rester dans un personnage auquel on s'est identifié par le passé, pour se créer de nouveaux chapitres de vie à travers de tout ça aussi. Tu sais. Puis, quand tu parlais du prisme, je vais juste faire une petite parenthèse Oui, pour mettre vas-y. les gens en contexte, parce que souvent en conférence, j'amène des diamants. Oui. Et puis, qui sont très symboliques, même si l'objet est tout petit. Et quand j'en remets aux gens, je leur demande de le voir, ce petit prisme-là, comme leur diamant intérieur. Ça devient un Hmm. ancrage, une symbolique de tout notre rayonnement, qu'on n'est pas ce qu'on a cru de nous, puis ce qu'on s'est fait dire et tout ça. On sort de ça, puis on revient au centre, justement. Et puis, c'est ça, il est arrivé une anecdote, là, vraiment, avec une dame qui avait, quand on était à percer ensemble, je me souviens des grandes lignes, mais j'avais donné 2 diamants aux gens pour qu'il en donne un à une autre personne, et puis pour donner au suivant, comme on dit. Et on avait retourné, je pense, une autre fois après. En tout cas, la dame m'avait dit,
Ce diamant-là, elle est allée le porter à quelqu'un qui était comme en fin de vie, puis ça avait été comme un éclat de lumière que ça l'avait fait Hmm, jaillir, là. C'était tellement beau, c'était tellement touchant, c'était un petit peu plus détaillé que ça, mais bref, ça démontre comment est-ce que quand on est dans cet espace-gare-là, qu'il y a tellement des belles choses qui se produisent et on enclenche un magnétisme différent aussi, un système nerveux qui est plus apaisé et ça devient créateur d'une réalité qui va être beaucoup plus en harmonie et alignée avec ce qu'on veut être et devenir par le fait même comme tel. tout à fait. Alors, Hmm. tu sais, tu parles beaucoup d'ancrage, de pas se définir par la tempête. C'est un peu qu'est-ce que tu viens de traduire. Puis, quand tu donnes l'exemple qu'on peut partir faire 2000 kilomètres avec un réservoir plein, bien, c'est un peu la même chose quand tu parlais du téléphone tantôt, d'éviter d'être dans l'utopie que notre énergie, elle est inépuisable, puis qu'on peut s'éparpiller et tout ça. On n'est pas là pour se culpabiliser, mais que notre énergie, elle est précieuse et cette connexion-là, bien, de l'entretenir, c'est d'éviter de s'en aller à l'aventure à tout venant comme ça, sans se poser de questions. Oui, et puis ça, justement, j'en parle dans le livre, c'est quelque chose que je pense que personne vraiment oserait faire, dire, Mm. ben, je vais remplir mon réservoir d'essence et je vais faire 2000 kilomètres. On sait, ben, peut-être certains véhicules peuvent le faire, mais en tout cas pas le mien. Alors, généralement, c'est quoi? 600, 800 gros maximum kilomètres, c'est qu'un véhicule peut faire dans les meilleures circonstances Ouais. avec un réservoir plein. Alors, ce qu'on veut faire, quand on voit la petite aiguille qui descend, à un moment donné, on dit, bon, ben, on va s'arrêter et on va aller faire le plein avant que la lumière allume, avant que l'aiguille arrive au E dans le rouge, là, hein, et avant que le moteur s'éteigne sur la route comme ça, parce que là, c'est compliqué, là, hein, ça nous prend une remorqueuse, retourner, mettre de l'essence, etc. Donc, avec un peu de sagesse, on regarde notre moniteur hein, d'essence et puis on va arrêter, tout simplement. On va prendre une sortie de l'autoroute, par exemple, et on va aller mettre de l'essence et après, on continue. Et comme ça, on reste calme et en paix. On n'a pas à vivre avec un stress. Imagine le stress que ça crée de vivre, de rouler et de être sur la route avec un réservoir qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver à sec, mais vraiment à sec. Alors ça crée une anxiété souvent. Et cette anxiété-là, c'est quelque chose que je vois souvent chez les gens en général. C'est quelque chose de tellement, tellement commun de nos jours. Ouais. L'anxiété de quelque chose qu'on sait qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas encore agi dessus et que la simple action pourrait déjà faire diminuer énormément ce stress-là. Ça, c'est un élément. Et après, l'autre élément, c'est l'élément qu'on a oublié ce qu'on devait faire. Et on a l'anxiété, mais on ne se souvient même plus de la source. On s'en souvient plus, on l'a juste perdu, mais on sait qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est encore pire parce que là, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour arriver et trouver cette paix-là? Ouais. C'est ça qu'à peu près tout le monde cherche, cet état-là de paix qu'on cherche, qu'on se dit, on ramène ça toujours à plus tard, hein. Quand je serai à ma retraite, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai complété mes études, quand les enfants quitteront la maison, quand j'aurai payé l'hypothèque, quand... c'est toujours au futur, mais ça arrive jamais. Je suis C'est ça. désolé, j'espère que je brise pas trop de ballons ou de ballons en ce moment en disant ça. Ça arrive pas. L'état de paix, c'est quelque chose qu'on touche maintenant. C'est pas quelque chose qui va arriver plus tard après avoir répondu à une série d'éléments sociaux qui nous mènent vers quelque chose, hein. Tellement. Puis comme Mm. tu parles aussi dans le livre, tu sais, tu fais allusion à Salomé, comment est-ce qu'il va parler du terrorisme relationnel, mais comment est-ce qu'on se fait Ah, ça, c'est violence à particulier. soi-même aussi en étant à l'encontre de ce qu'on sait, puis on juge aucunement là-dedans. On a tous des fois des défis là, de se positionner en action et tout ça, mais des fois de se le faire répéter, de le réentendre dans un autre axe et tout ça, ça vient des fois ouvrir des volets supplémentaires. Et tu l'amènes vraiment aussi, comment est-ce que c'est important de revenir dans cette bienveillance, dans cette non-violence envers soi aussi, tu sais. Alors, je te laisse nous raconter une histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais peut-être la raconter un peu différemment du livre, c'est pas grave, je vous laisserai découvrir la vraie histoire. La mère et Alors sa en fait, fille. la mère et sa fille, le père et son fils, la mère et... Peu importe, tu sais, c'est une situation que je vois tellement souvent. C'est, par exemple, une mère qui voudrait que son enfant se tienne droit,
à la table, n'utilise pas d'appareil électronique et soit présent avec les autres en mangeant et utilise son ustensile de façon appropriée pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est son intention. Et ce qu'elle veut, dans le fond, c'est quoi? C'est que les gens soient en contact, en harmonie, qu'on se parle, qu'on se regarde pendant un repas et qu'on soit bien. Et là, c'est une intention d'harmonie, de joie, de paix, de contact. On peut imaginer ça, c'est très beau, hein, c'est très, très noble. Et là, tout à coup, imaginons la petite fille qui euh, refuse de se conformer, hein, à ce que la mère demande et plutôt que de prendre, et souvent c'est des petites choses banales hein, qui déclenchent, plutôt que de prendre, je ne sais pas, sa fourchette comme elle le devrait, elle prend sa cuillère, ou elle refuse de se tenir droite, ou elle dit non à quelque chose. Et là, la mère éclate, se fâche, la prend par le bras, la tire et lui dit, tu t'en vas dans ta chambre, et là, vraiment de façon très, très sévère. Et c'est ça le... Imagine un adulte à la grandeur qu'on a, hein, puis je le fais comme ça, on est grand, on est intimidant pour un enfant. Un enfant, c'est tout petit. Et cet enfant-là, nous voit grand, nous voit gros, et en plus, on a une énergie qui est forte, hein, les adultes. Et on arrive et on a cette espèce de... C'est pour ça que j'appelle ça, et Jacques Salomé appelait ça le terrorisme relationnel. Hein. C'est comme ça terrorise l'enfant qui, lui, tout à coup, a peur. Et là, si on fait ça à répétition, un jour, on fait juste rentrer dans la chambre pour aller, je ne sais pas, placer la chambre de l'enfant, et l'enfant a un mouvement de recul comme ça, de protection. Il devient qu'il a peur de son parent. Il n'y a pas un parent sur la Terre qui veut ça. J'espère, en tout cas. Et, et un parent ne veut pas ça. Ce qu'il veut, c'est un contact avec son enfant. Il veut que ça se passe bien à la table quand on mange ensemble, tu vois? Et alors, pourquoi utiliser une méthode comme ça? Alors, il y a deux raisons principales. Ben, la première, c'est que ça fonctionne, malheureusement. Le terrorisme fonctionne. Le terrorisme relationnel va donner le résultat qu'on souhaite. Donc, l'enfant va se tenir droit, va prendre sa fourchette par peur d'être terrorisé à nouveau, d'être reprimandé ou d'être à la limite violenté physiquement ou avec des mots, hein, ou avec une énergie, un regard. L'enfant veut plaire, veut être aimé, donc il va se conformer. Sauf qu'en faisant ça, bien qu'on ait le résultat souhaité, ce qu'on détruit, c'est la relation. Ce qu'on détruit vraiment, c'est la relation de confiance, la relation où l'enfant doit pouvoir se sentir protégé par son parent et non pas intimidé par lui. Hein? Ouais, Donc, et c'est exemple, ouais. oui, et je vois ça tellement souvent, des dynamiques familiales comme ça, où les parents se retrouvent à avoir une intention qui est vraiment noble, on n'en doute pas du tout, mais le moyen ne donne ce qu'ils veulent, mais pas totalement, parce qu'ils veulent pas seulement le résultat, ils veulent garder la relation. Puis après ça, je me souviens tellement, j'ai plein d'exemples, mais tu sais, je les sors comme ça sans les personnaliser à personne, là. C'est des gens qui réalisent, qui arrivent à un certain âge, les enfants sont grands, et réalisent tout à coup ce qu'ils ont fait ou pas fait, ou comment ils l'ont fait. Et là, c'est un peu trop tard, c'est le passé, hein? Les enfants ont 20 ans, 30 ans, et ils réalisent, ah non, j'ai reproduit ce qui m'est arrivé. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'on on prend les outils qu'on a. Hein. Si on me donne seulement un marteau pour visser une vis et que j'ai rien d'autre, ben, je vais prendre le marteau et je vais frapper sur la vis. Malheureusement, je vais détruire le filet, je vais détruire plein de trucs. Alors, c'est peut-être pas le bon outil. Et c'est pour ça l'importance, et ça, c'est l'avantage qu'on a en 2026, là, c'est que les outils, il y en a. Il y en a tellement maintenant. C'est accessible. Hein? Toi-même, tu en produis l'un des outils pour outiller les gens. Ils ont un coffre d'outils incroyable. Je vois tous les livres derrière toi. Tu sais, chaque livre est un outil, chaque chapitre, chaque mot, et c'est tellement important. Puis tu en donnes des outils aux gens. Et c'est ça qui est important, des outils, justement, pour que dire qu'est-ce que je veux et à quoi je veux en venir? Ben, peut-être que la méthode du terrorisme relationnel n'est pas la bonne. Peut-être qu'il faudrait que je regarde d'autres façons de faire. Et c'est Ouais. ça qu'on veut créer, cette ouverture de conscience-là et cette auto-réflexion, cette auto-observation, et après aller chercher des outils différents qui vont nous amener au résultat total. C'est-à-dire, l'enfant se tient droit, parle avec nous, prend sa fourchette et on garde la relation. Et la confiance est là. Voilà. Vraiment. Ben, merci pour tes bons mots aussi. Oui, c'est une passion. On se rejoint à travers de ça. J'ai 7 livres d'écrits également. Wow. Puis, ça en fait des inspirations partagées au fil du temps. Mais c'est le climat de confiance qu'on crée avec l'enfant. Tu sais, je donne l'exemple, mes enfants étaient petits, puis
tous les soirs, j'arrivais pour les coucher, puis je leur demandais, est-ce qu'il y a eu des petits nuages aujourd'hui? Donc, ça leur permettait de verbaliser ce qui avait été moins agréable, tout en restant aux aguets comme parents aussi, là. Puis, je Mhm. terminais toujours en disant, qu'est-ce que tu as aimé le plus aujourd'hui? Donc, c'est ça qu'on a toujours comme choix. Qu'est-ce que je crée comme énergie de communication? Mais comme tu dis, on Exact. n'a pas toujours eu les outils. Donc, quand on en prend conscience, bien, c'est de continuer d'aller au mieux envers soi puis envers les autres, bien entendu, hein. On pourrait en parler longtemps. Et quand tu Oui, parles de vas-y. violence, Oui. euh, tu sais, quand on retourne dans le temps, puis tu le mentionnes dans le livre aussi, on avait les films, par exemple, soit à la télé ou même au cinéma, c'était pour 13 ans et plus seulement. Mais on Mhm. regarde aujourd'hui, les plus petits ont accès à peu près à tout sur Internet. Ce n'est plus filtré. Donc, cette violence qui est trop présente fait qu'on s'insensibilise à un moment donné. Ça devient quasiment comme quelque chose de normalisé. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment tu l'amènes aussi dans le livre à ce niveau-là, parce que on a besoin, un peu comme l'exemple de la grenouille là, qui sent pas la chaleur parce qu'on monte la température tranquillement, on a besoin de revenir à cette présence aussi pour réaliser avec quoi on se fait absorber comme information, comme sollicitation, comme notre langage aussi, des fois qui peut être dur envers soi, comme on vient de mentionner. Donc, il y a tout un concept à ce niveau-là social qui est à revoir pour rester un phare lumineux, là. Oui. Et ça, je ne sais pas si tu le vois dans mon visage, mais on rentre une zone vraiment là où ça peut être glissant, hein. Alors, je vais faire attention, je vais mettre mes patins, je vais essayer de bien patiner. C'est vraiment une zone glissante parce que, puis je l'explique pourquoi, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de toute la violence à laquelle on a accès que c'est ça qui crée la violence. Ce serait de se déresponsabiliser totalement et de mettre ça sur le dos des films ou de la violence dans les films ou les jeux vidéo ou peu importe. Parce que c'est pas vrai que tous ceux qui ont accès à ces outils-là, en fait, peu importe ces distractions-là, hein, c'est surtout dans le monde de la distraction, qui vont nécessairement être violents. Ça n'a rien à voir avec des gens qui sont très doux, qui prennent des bons mots, qui sont extrêmement pacifistes et qui l'utilisent vraiment tout simplement comme un jeu passionnant avec un peu d'adrénaline. Mais pour eux, je veux dire, ils savent très bien que ce n'est pas la réalité. Ils ne vont pas confondre les deux. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un terrain glissant. Et il y a certaines études qui disent que non, ça n'a pas rapport, la violence qu'on voit dans les jeux et l'effet sur les enfants. Donc, on est vraiment dans un terrain glissant. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est plutôt ce que j'observe. OK? Ce que j'observe, c'est cette espèce de désensibilisation. Comment j'ai dit ça dans le livre? Je cherche toujours le anesthésie, là, Euh, 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 l'anesthésie qui Tu est parlais de la créée, là. grenouille, là, puis c'est là que je voulais aller vraiment là, au niveau Oui, de tout voilà. l'aspect sensibilisation. C'est La ça. grenouille est dans l'eau, puis là, on monte la température tranquillement, elle va finir par cuire. Donc, Oui, c'était sans l'objectif de jamais la s'en rendre compte. réflexion, c'est ça. Oui, voilà. Sans jamais s'en rendre compte, on en voit de plus en plus, hein. La première fois, ça percute. La deuxième fois, on dit, bon, c'est une répétition. Puis la troisième fois, on laisse aller. Et c'est là que tout à coup, il y a comme un désintéressement et il y a une espèce de... On s'acclimate véritablement, hein, à notre environnement et on devient insensible et on tolère de plus en plus certaines choses. Puis, je vais prendre comme exemple, tu sais, on voit ça, là. Il se passe une bataille dans une cour d'école avec des enfants et les gens vont filmer et mettre ça sur Instagram ou sur Snapchat et ça devient une façon d'aller chercher des likes plutôt que d'intervenir et de mettre fin à ce qui est en train de se passer qui n'a aucun sens. Donc, c'est non seulement une anesthésie, non seulement tolérer la chaleur qui monte de plus en plus, hein, sans manifester, mais en plus, c'est qu'un bénéfice qui vient avec. C'est encore pire. Ça, Hmm. je pense, je ne l'ai pas abordé directement dans le livre, mais il y a un bénéfice certainement qui vient avec ça. Et ce bénéfice-là est l'élément ici qu'il faut faire évoluer et transformer. Ça va être Exactement. pour la suite du livre. Ça, c'est dans le deuxième que je suis en train d'écrire. Mais restons dans le premier. C'est vraiment la grenouille, on la chauffe et elle ne se rend pas compte que l'eau monte. Donc, elle développe une forme de tolérance, d'acclimatation. On s'acclimate un peu, hein, on respire de l'air, là. Quelqu'un qui fume, ben, c'est le meilleur exemple que je peux prendre. Première fois qu'on prend une cigarette et que pour ceux qui ont fumé, tout le monde s'étouffe. Je ne connais pas personne qui prend la boucane dans ses poumons et qui ne va pas s'étouffer. Première cigarette. Mais, deuxième,
déjà c'est mieux. Troisième, puis éventuellement, on fume un paquet de cigarettes, 2 paquets de cigarettes par jour, puis on tousse plus. On tolère, nos poumons viennent qu'à tolérer. Pourtant, est-ce que c'est bon, ça, pour la santé? Je pense que personne ne peut dire que c'est bon pour la santé de fumer. Il y a une tolérance qui s'installe. Il y a une tolérance aux éléments chimiques qu'on respire dans l'air, hein, à la pollution de plus en plus. Et pourtant, c'est pas bon. Alors, c'est la même chose ici. Il y a cette espèce de violence qui est de plus en plus tolérée, acceptée. Ça se passe dans les films, donc c'est correct que je sois comme ça à l'école. Je le vois dans les films puis dans les jeux vidéo, donc c'est normal que je sois comme ça avec mes amis. C'est comme ça vient normaliser, hein. Ouais, Et c'est là que le rôle des parents, moi j'appelle ça des parents forts, hein, aussi, qui tellement. vont venir, oui, qui vont venir offrir cette nuance tellement importante à l'enfant. Ça, c'est un jeu. Ça, c'est un film. C'est pas la réalité. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Ça, c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Et ici, ça, c'est des humains sensibles comme toi. Tu sais, le ramener là-dedans, c'est tellement important et de retrouver cette sensibilité-là. Maintenant, c'est vrai que plus on retrouve notre sensibilité, plus on est dérangé par tout ce qui nous entoure. Et c'est là un peu le piège. C'est comment continuer de vivre sensible dans une société, dans un environnement, Ouais. que ça ne va pas en descendant, ça va en montant, cette violence-là. Puis je parle au niveau global planétaire, là, vraiment. Ça nous ramène au moyeu, comme tu disais tantôt. Encore une fois, l'importance de rester centré, puis d'avoir une perception qui est définie par le sens qu'on donne à notre vie. Puis ça fait le pont à quand tu parles de l'exemple des 5 personnes devant le gâteau au chocolat, là. Il y a un parallèle, vous avez peut-être déjà entendu aussi l'exemple des aveugles qui sont devant un éléphant et puis ils ont une partie de l'éléphant à toucher, puis un pense que c'est un tuyau pour la trompe, puis l'autre un poteau de clôture pour une patte, mais ils ont chacun une perception qui est différente. Mais ton exemple du gâteau au chocolat, je la trouvais intéressante. Je ne vais pas tout donner les punchs du livre, mais en même temps, c'est autant d'individus, Ouais. autant de perceptions, mais quelles sont mes perceptions à moi versus parce qu'on dit un enfant est comme une éponge sur laquelle s'impriment les parents. Donc, il y a des conflits de loyauté souvent qui vont faire qu'on va reproduire le modèle qu'on a vécu dans notre aspect familial. Mais quand on arrive par rapport à la situation du gâteau au chocolat, bien, qui est correct, pas correct, parce qu'il y a beaucoup de divisions sociales, hein, qu'on va voir sur toutes sortes de sujets. Alors, je te laisse un petit peu nous amener là où tu veux bien. Mhm. Et je vais faire du pouce, comme on dit, sur le gâteau au chocolat. Euh, Jacques Salomé nous parlait beaucoup de pourquoi couper un gâteau dans des portions identiques. Pourquoi on ne coupe pas un gros morceau, un petit morceau, un moyen morceau? Parce qu'il y a autant d'individus qu'il y a de goût, d'envie. Alors, une personne a le goût d'en avoir un qui est plus gros, l'autre plus petit, son appétit est plus petit. Alors, ça, c'est un élément. Alors, un autre élément, c'est devant le gâteau au chocolat, quelqu'un qui a déjà, je sais pas moi, été malade en mangeant du gâteau au chocolat, va regarder le gâteau et il va avoir un dédain. Et l'autre, pour lui, le chocolat, ça lui rappelle sa grand-maman quand il était petit, qui lui faisait des gâteaux au chocolat. Et donc, c'est une nourriture qui est comme rassurante, apaisante. Alors que pour l'autre, c'est le dédain, hein. C'est le même gâteau, mais des réactions différentes. Et donc, chaque personne va avoir une perception différente du même élément. Et aucune d'elles n'a raison et aucune d'elles n'a tort. Et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'une perception nous appartient. Ouais. Et je vais même rajouter un autre exemple, je pense, qui est intéressant. C'est un exemple personnel qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Comme tout enfant, on va jouer à l'extérieur quand on, tu sais, l'hiver. Et je m'étais gelé les mains. Je m'étais vraiment gelé les mains. Et tu sais, quand ça fait mal, là, au bout des doigts, là, quand ça dégèle. Ah! Et je suis rentré à l'intérieur et j'avais dit à ma mère, j'avais dit, j'ai les mains gelées, j'ai les mains gelées. Puis elle m'a dit, viens mettre tes mains sous l'eau, hein. Tu veux mettre tes mains sous l'eau? Elle dit, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, je la vois, je me suis encore de la scène, elle met ses mains à elle sous l'eau. Elle choisit la température confortable pour elle. Et là, quand moi, j'arrive pour mettre mes mains, oh, 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 c'est Oh, comme si c'était de l'eau brûlante. Et là, je lui dis, non, mais coudonc, tu es en train de me brûler les mains. Elle dit, mais non, elle dit, c'est de l'eau tiède. Je dis, non, c'est de l'eau brûlante. Alors, tu vois, c'est deux perceptions ouais, qui sont complètement différentes face à la température de l'eau qui, elle, dans le fond, est de je ne sais pas combien, disons 20 degrés. Tu sais, c'est un chiffre. ouais. Alors, et c'est là que c'est intéressant, c'est chaque perception. Deux personnes dans une même pièce, hein? Il y en a un qui a froid, l'autre qui a chaud. C'est Un fascinant. Est-ce fait. qu'il fait chaud ou il fait froid? Il fait Ouais, ni chaud ni froid. Une personne a chaud et l'autre a froid.
c'est des perceptions. Alors, on ne peut pas s'obstiner sur une perception, on peut pas, c'est tellement personnel. Ouais, c'est ça, ça mène à avoir une vision plus en hauteur. Chaque personne a le Oui. droit de faire sa vie comme elle l'entend. Moi aussi. Est-ce que c'est si important ben là, on est différent là, des doigts, là, mais est-ce que c'est si important d'avoir le nez partout, à vouloir gérer l'extérieur, la vie des autres, tu sais? Souvent, on va voir ces phénomènes-là et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction, puis de lien et tout ça. On est conscient, mais à quoi je donne mon attention, de quoi je me nourris. Est-ce qu'on peut simplifier? C'est un petit peu tout ça aussi parce que ça l'amène au drama. Tu sais, tu parles de l'histoire à un moment donné de deux personnes, puis il y en a une pour être entendue. Tu sais, elle est beaucoup dans le drama, mais en bout de ligne, son conjoint finit par lui dire, regarde, c'est pas l'approche qui va me rapprocher de toi si cette attention-là, elle est produite par l'exagération ou les larmes ou tout ça. On peut comprendre que c'est pas nécessairement conscient et volontaire quand il y a eu des blessures derrière, mais je trouve que tu ramènes vraiment à la conscience de soi où est-ce qu'on a une douce responsabilité possible quand on revient à cette bienveillance et cette humilité de regarder c'est quoi mon histoire? Est-ce que ça, c'est un comportement qui me nourrit, qui m'illumine, qui me fait encore du bien, puis de pouvoir aller à la rencontre de ça. Donc, c'est une belle façon douce, je trouve, d'amener à se reconnecter à soi, puis de regarder où est-ce qu'on peut alléger puis enlever des couches aussi, comme on disait tantôt, tu sais. Oui, puis tout l'héritage qu'on reçoit, parce que dans le fond, c'est comme un héritage, hein. Alors souvent, je prends cet exemple-là, une tante quelque part qui, en décédant, nous lègue sa maison, hein. C'est très loin, c'est dans le coin, disons, de Rimouski par rapport à Montréal, par exemple. Et tout à coup, on dit, ouais, mais moi, j'habite Montréal, est-ce que je veux une maison à Rimouski? Après, on y va. Et là, on voit toutes sortes de choses. La hauteur des plafonds ne convient pas, la couleur du tapis, l'état des meubles, etc. Est-ce qu'on est obligé de prendre l'héritage tel qu'on nous l'a donné? Mm. Ou est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, enlever le tapis et retrouver le plancher de bois dessous et le sabler et avoir un plancher verni? Pourquoi pas? Notre tante n'aimait pas ça, mais peut-être que nous, oui. Donc, on peut prendre l'héritage qu'on nous a donné, on peut faire une rallonge, hein, rajouter une véranda, une autre pièce, mettre un deuxième étage. Tout est possible. On peut vendre au complet si on veut même pas habiter là. Ouais. Tu sais, Oui, je dis, ben oui, c'est notre héritage. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit, le fameux bagage transgénérationnel de nos parents. Après, on prend le temps de l'observer, puis on dit, moi, qu'est-ce que je veux garder de ça? Qu'est-ce qui me convient? Parce qu'il y a des choses qui sont très bonnes, et il y en a d'autres qui ne conviennent pas, soit parce que ça date d'il y a très longtemps, c'est dépassé culturellement, ou ça ne donne pas le résultat que je souhaite, comme par exemple le terrorisme relationnel, ou etc. Donc, on peut changer. Et ça, c'est ce que, je dirais, oui, si quelqu'un attend l'autorisation et le droit de changer quelque chose, mais allez-y, ce n'est pas de trahir votre lignée familiale que de changer un élément. exactement. Ouais. Allez-y, hein. Cet élément-là de loyauté est si fort chez les gens, c'est ben non, c'était comme ça chez moi, donc j'ai pas le choix que de faire pareil. Mais non, mais non, mais non, on trahit personne, au contraire, on libère. Oui, parce que sinon, on tombe dans l'auto-sabotage au bonheur. Tu sais, comme dans une Exact. famille, quelqu'un n'a pas, l'ensemble de la famille n'aurait pas les sous pour aller en voyage, mais qu'il y a une personne qui, hop, elle a travaillé à pouvoir réaliser ce rêve-là parce que c'était important pour elle, puis elle y va. Souvent, on va voir des gens avec des mésaventures en voyage comme si j'ai trop de bonheur, je serais pas alignée à ma famille. Donc, je vais pouvoir revenir en disant, ah, ben, mon voyage s'est mal passé, donc on diminue de bonheur dans ce temps-là. Tu sais, c'est Mhm. un petit peu tout ça, le conflit de loyauté aussi, des fois qu'on peut avoir, tu sais. Et Tout à ça fait. nous amène, comme tu le dis dans le livre également, à distinguer quelle voix en soi qui parle. Est-ce que c'est la voix du mental ou de ces schémas-là, ou c'est la voix de notre guidance intérieure? Hmm. Oui, et ça c'est le travail d'une vie, comme je te le disais tantôt, hein. C'est le travail d'une vie d'arriver à d'abord ben, entendre, premièrement, et après savoir répertorier, en distinguer. Ouais. Qu'est-ce qui appartient à quoi? Qu'est-ce qui vient d'où? Qu'est-ce qui me parle à l'intérieur? Alors, je regarde le gâteau au chocolat. On va reprendre le gâteau au chocolat, c'est très bon, hein? Alors, on va reprendre le gâteau au chocolat. Très bon dans tous les sens du mot. Et puis, il y a une voix qui dit, allez, allez, mange-le, c'est pas grave. Tu sais, ben oui, tu travailles demain. C'est vrai qu'il est 10 heures le soir, c'est temps d'aller te coucher, mais mange ton gâteau au chocolat, c'est pas grave, allez.
Tu sais? Tu l'entends, hein? Ah Je oui, t'entends rire, c'est drôle. Tout le monde a cette voix-là à l'intérieur de lui. ben Et oui. là, tu as la voix de la sagesse qui apparaît en même temps, ou du moins quelques minutes avant ou après, qui dit, mais non, tu sais très bien que tu dors mal quand tu as du chocolat, le cacao, le sucre, etc. Attends demain, attends demain. L'autre voix dit, mais non, pourquoi attendre? Maintenant, ça va, prends-le tout de suite. Et l'autre voix dit, mais non, tu t'en vas te coucher, tu sais très bien que ce serait mieux d'attendre à demain. Alors là, c'est comme, OK, qui suis-je? Est-ce que je suis cette voix-là ou celle-là ou au centre avec ces deux voix-là Berthaud. qui me parlent? Oui, Verdo. Alors, et ça, bon, je prends un exemple léger, mais des fois, ça, c'est un sujet facile, léger. Tu sais, un enfant est constamment dans ce conflit-là avec son parent qui, lui, l'aime et bienveillant. Alors non, 8 heures le soir, tu s'en vas te coucher, pas de gâteau au chocolat, puis l'enfant, il le veut maintenant. Alors, on va lui dire, oui, tu vas en avoir un. Demain à 15 heures, quand tu reviens de l'école, on va même en manger un ensemble. Alors, on va en faire un beau moment. Alors, on tente de reporter, hein? Mais pour ça, le parent, lui, est conscient que l'enfant a cette voie-là de caprice, à la limite qu'on pourrait dire, et il veut ça tout de suite, immédiatement. Et le parent se fait la voix de la sagesse, généralement, se fait la voix de la sagesse. Et l'enfant, lui, se fait la voix du caprice. Alors, c'est tout ce jeu-là. Là, je le prends très simple, mais on peut aller tellement plus complexe et tellement plus profond. Ah, tellement parce que, tu sais, on s'est fait sans s'en rendre compte des fois comme notre cœur, on y avait fait une forteresse pour pas souffrir, une espèce de protection émotionnelle, mais ça nous a emmené des fois à notre insu à une espèce d'interdépendance avec la souffrance. Quand on peut avoir une interdépendance avec ce qui est positif aussi, un peu comme un athlète qui va s'entraîner, comme tu le dis, il n'arrive pas à sa médaille d'or aux Olympiques en claquant des doigts, il y a eu de la répétition, il y a eu de l'engagement envers soi-même. Donc, on a été souvent dans notre personnage intérieur, je trouve, dans cette interdépendance avec des modèles, mais c'est à nous de déconstruire tout ça pour briller dans notre essence la plus lumineuse, oui, mais la plus simple, naturelle, authentique également, au lieu d'être dans cette armure-là qu'on a le choix de fracturer. Tout à fait. Et de faire des choix. Justement, tu dis choisir de. Et ici, c'est le choix. Puis j'amène une petite nuance. Je pense que je n'ai pas parlé dans le livre. En fait, je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit, hein. C'est comme ça après qu'on a écrit un livre, hein. On ne lit pas tout le temps, non? Puis c'est Non, pas c'est bon. ça. Et, et c'est la nuance entre la volonté et la décision, hein. Une volonté, très souvent, c'est, par exemple, quelqu'un qui dit, je voudrais méditer à tous les jours. Alors, la personne veut, elle vient, elle va faire une formation, elle veut intégrer une discipline, le yoga ou peu importe. Elle veut s'entraîner, elle veut aller prendre une marche à l'extérieur, elle veut peu importe ce qu'elle veut. Et cette volonté-là, elle est très souvent instable, un peu comme la météo. Par moment, elle est plus forte, par moment, elle est plus faible. Elle est très, très, très instable. Donc, on ne peut pas se fier à la volonté pour initier un changement réel. Donc, la volonté, elle est trop souvent défaillante. Elle manque de stabilité, elle manque de constance. La décision, elle, ça, c'est la. Puis là, je vais mettre un gros mot dans notre rencontre, le mot discipline. Oh là là. Là, il y a plein de gens qui vont dire, ah non, moi, c'est terminé, je ne veux rien savoir. La Ben, discipline fait peur, hein? je vais t'appuyer parce qu'on dit Oui, 92, c'est l'université Stanton, je me souviens plus dans quelle ville, c'est Boston, je suis plus certaine, là, mais j'avais vu cette recherche-là. 92% des résolutions du jour de l'an, par exemple, ne fonctionnent pas. Pourquoi? Elles sont prises sur la volonté et oui, non sur cette discipline lumineuse. Il peut y avoir de la voilà. douceur dans cette discipline-là, puis Mais bien sûr. avoir plein d'amour, au lieu de le voir avec le mental puis la grosse montagne. Non, c'est la douceur qu'on s'offre. Oui. Je vais mettre ça La dans la douceur parenthèse. sans complaisance. Voilà. La C'est ça. douceur sans complaisance. Et c'est intéressant de trouver ce milieu qu'on cherche tant, Ouais. s'éloigner des extrêmes et trouver ce milieu qu'on cherche tant. Et c'est dans ce milieu-là, dans cette zone, c'est une zone, hein, à l'intérieur de soi, où tout est en harmonie, tout est en paix. Souvent, je prends l'exemple d'une guitare de très haute qualité, mais des cordes qui sont mal accordées, ben, ça va sonner pas bien, on ne pourra pas jouer et créer une harmonie. Tandis qu'on peut prendre une guitare de moins bonne qualité, mais avec des cordes neuves, bien accordées, etc., et ça peut sonner très, très bien. Tu vois, c'est important, c'est un ensemble d'éléments. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui crée cette harmonie-là. Comme dans une chorale, hein? Quand on entend un chant de chorale avec des dizaines ou des centaines de chanteurs et que tout à coup, là, il y a une onde qui s'harmonise, on a des frissons, on le ressent, on l'entend, c'est wow. Et parfois, on peut toucher à ça, là, ça peut être une fraction de seconde.
mais ça change tout. Ça Exactement. change tout. Et après, on sait ce qu'on cherche dans la vie. C'est vers ça qu'on veut tendre. Et c'est là que la décision, l'orientation, la discipline amoureuse, tout en douceur, sans complaisance, nous amène vers ça. Puis je prends un exemple. Quelqu'un qui décide d'aller s'entraîner. Et il s'entraîne à tous les jours de façon rigoureuse et est très fier de lui, il réussit, etc. Puis un jour, son corps héberge une bactérie ou un virus ou peu importe, une circonstance de vie qui fait en sorte que si il allait s'entraîner, ce serait encore de la discipline, mais ce serait plus de la douceur et de l'amour parce que là, il irait s'affaiblir au lieu de se fortifier. Là, ce qu'il a besoin, c'est de rester à la maison, calme, sans s'entraîner. Et c'est d'arriver à avoir ces nuances-là à l'intérieur de soi, bien négociées avec l'ensemble de toutes ces voies-là, hein, comme tantôt on Vraiment. parlait des voies, pour trouver. Et une fois que le corps est bien guéri, et que là, la mauvaise habitude de rester au lit a été prise, c'est de retrouver la discipline amoureuse pour dire, ben oui, je retourne m'entraîner. Et la volonté n'est pas assez forte pour ça. Ça prend la décision. Ouais, puis de la joie, c'est de trouver qu'est-ce qui peut nous donner de la joie, voir les avantages aussi qui sont là au lieu de voir la contrainte que le mental a enregistrée aussi, tu sais. Donc, c'est vraiment de réapprivoiser notre façon d'être en relation avec soi là-dedans, hein. Et puis, quand on parle de nos pensées, justement, Pascal, tu compares à un moment donné, tu sais, le ciel n'est pas les nuages ne sont pas le ciel, nos pensées ne sont pas nous. Tu sais, s'il y a une pensée de dévalorisation, je suis donc bien nul, ou autre, nous ne sommes pas ça. Tu sais, quand on parlait de Ben non. désidentification, ça, deux, trois Des fois, c'est identifications. ça, là. Désidentification. Ça, Des c'est identifications. des identifications. Puis ça, c'est Oui. quelque chose que j'aime beaucoup en conférence, puis je pense qu'on le fait bien aussi. Garder la joie, la spontanéité, puis se Ah, donner le droit à l'erreur. Dehors, le perfectionnisme qui est tellement astreignant. Donc, tu sais, on pourrait, toi et moi, arriver en conférence, puis on se trompe dans nos mots. Hey, est-ce qu'on porte pas notre matière pour autant? Non. Donc, j'aime ça ben quand ça non. m'arrive en direct parce que je le prends comme exemple. C'est Oui, juste oui. drôle, tu sais. À Ah qui oui, ça et ça m'arrive souvent va? aussi. Donc, cette indulgence envers soi Ben oui. est vraiment importante. Puis, c'est pour ça que j'allais dire que c'est important de se désidentifier de nos pensées, comme le ciel et les nuages ne sont pas la même entité. Tu vois, c'est intéressant parce que effectivement, euh, nous sommes le ciel, nous ne sommes pas la météo, hein. Je pense que c'est un Comme des tu éléments disais. que je parle, c'est ça. Et si on l'amène un peu plus loin, quand j'enseigne la formation en méditation, et Ouais, même quand je le guide ou peu importe, je dis toujours, laissez les émotions ou les pensées, les émotions couler comme une rivière qui coule sans obstacle. Et les ouais. pensées, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel que le vent emporte sans qu'on ait à les chasser ou à les retenir. On n'a rien à faire. On les laisse aller. Quand on est enfant, là, je suis sûr que tu as déjà vécu ça, on se couche dans l'herbe et on regarde le ciel et on regarde les nuages, hein? Et là, Ouais, ça circule, puis là, on voit un mouton, un éléphant, toutes sortes de ouais, figures, toutes sortes de trucs. Et on court pas après l'éléphant, on court pas après le mouton, on court pas après le lion, on le laisse aller et il y en a un autre qui se présente, un autre qui se présente et on rit et on trouve ça drôle. ouais. Et c'est d'arriver à avoir ce détachement-là. Les pensées passent. Parfois, il y a un nuage un peu plus sombre. Parfois, c'est un nuage un peu plus blanc. Parfois, il est coloré grâce au coucher de soleil ou peu importe. Ce ne sont que des nuages. Et je Ouais. pousse la métaphore un peu. À peu près tout le monde a pris un avion un jour, qui a pris un vol. Et quand on s'envole et que, par exemple, il pleut, c'est nuageux, c'est orageux, l'avion décolle. Et dès qu'on arrive, dès qu'on a traversé la couche des nuages, eh bien, le soleil qui est là en permanence. Les nuages ne sont qu'en bas. Et ce n'est que sur une petite portion, c'est pas sur l'ensemble de la planète. Et ils n'ont rien à voir avec le reste de l'univers. Donc, dès qu'on s'élève au-dessus de la couche des nuages, tout à coup, on retrouve la journée éternelle, le soleil infini, que peu importe comment on l'appelle. Les nuages n'existent qu'en bas. Ouais, notre Et de pouvoir garder cette créateur. conscience. Ah oui, exactement. Comme tu dis, Oui, je ressens, je laisse passer et je garde mon énergie pour créer ce que je veux. Ça ne veut aucunement dire que tout est parfait dans la vie, puis dans absolument chaque pas. journée, mais on se donne le droit d'aller à la rencontre de notre sensibilité, de notre vulnérabilité. Tu sais, j'ai œuvré beaucoup et c'est toujours le cas, mais en milieu professionnel, dans les entreprises, congrès et tout ça. Puis on va voir des fois que le costume professionnel devient comme une prison intérieure, ou est-ce que parce qu'on est dans un rôle à faire nos tâches et tout ça,
c'est comme si on voudrait mettre l'humain de côté, mais peu importe dans quelle sphère de vie, s'autoriser à aller à la rencontre de nos émotions, pour certaines personnes, c'est pas facile s'il y a eu plus d'injustice, des fois de trahison, des choses qui sont venues rendre ça plus hermétique, mais ça en fait partie, je trouve, quand tu mentionnes de laisser passer, d'être observateur de la situation, de dire, OK, oui, j'ai vécu ces fermetures-là, mais est-ce que ça me sert encore? D'avoir peur de parler de mes émotions et tout ça, c'est de s'apprivoiser soi-même, des fois dans un nouveau mode relationnel par rapport à soi-même. Je trouve que les expériences viennent nous enseigner tout ça aussi. Mhm. Oui, moi je dis toujours la vie est un gymnase spirituel. Alors, Oui. notre gymnase, là, c'est tout ça, Ouais. là. On n'a pas, tu sais, c'est pas juste à l'intérieur d'une bâtisse, tu sais, c'est vraiment la vie. Et c'est d'arriver à intégrer justement notre quotidien dans cette vie-là et de l'utiliser comme un gym, de réaliser que chaque expérience est vraiment une occasion d'évoluer, d'apprendre, ou de s'exprimer. C'est pas toujours d'évoluer, mais des fois, c'est juste de s'exprimer, d'être créatif. Donc, chaque occasion, on peut s'en servir. Il n'y a jamais une occasion, il n'y a jamais une situation qui est banale. Tout a un sens et on peut vraiment les utiliser dans ce sens-là. Oui, parce que nos expériences de vie, je prends l'exemple de ma carrière, tu sais, c'est Mhm. basé sur une histoire d'effondrement, d'abus sexuels à l'adolescence et tout ça. Je savais pas si je m'en sortirais. Puis de là, bien, on va chercher de l'aide, s'autoriser Voilà. aussi à se faire aider, tu sais, Ben oui. parce que tu mentionnes dans le livre, à un moment donné, moins qu'on se fait aider, c'est comme si inconsciemment on éloigne les autres parce que c'est personne, tu sais, c'est un jeu, l'entraide aussi dans la société. On aime ça donner, tu sais, on va demander en conférence des fois, est-ce que vous aimez plus donner ou de recevoir? La majorité des gens vont dire donner, mais on a besoin de recevoir. Moi, j'étais cette personne-là qui voulait pas recevoir. Je suis la femme forte, je vais m'organiser tout seul. Je me suis effondrée. Donc, c'est Mhm. devenu le tremplin de la carrière à ce moment-là. C'est pour ça que chaque personne, votre vie est une œuvre, je trouve. Et quand on reconnaît qu'on fait un peu ce bilan-là, pas pour dire, OK, j'arrive à la fin de ma vie, puis c'est quoi, je fais un constat, non. Mais c'est quoi les forces, les réussites que j'ai faites? Sur lesquels je peux être en appui aussi, au lieu de voir les petits travers qu'on peut avoir eus, puis nos défis, ils sont là, c'est une réalité, mais notre histoire de vie peut être un tremplin de renaissance, puis je pense que c'est l'invitation que tu amènes à travers ce livre Totalement. magnifique qui s'appelle Phare dans la tempête, Ah, dans la pour que tempête, oui. chaque personne ait puisé cette essence de vie innée, puis en faire une force pour que les nuages puissent passer plus facilement et les regarder dans un sens d'observateur et non comme une identification. Tout à fait. C'est exactement ça. Et tu Oui. parlais des plateaux. Je pense que d'aller là un petit Ah peu, oui. on approche un peu là, de ce que j'avais le goût de partager avec toi, mais je te laisserai aller si tu as d'autres inspirations qui Hmm. te viennent. Mais des fois, on va vivre des plateaux dans une vie. Et là, il y a des gens qui sont là, puis on parlait de violence envers soi des fois, là. Comment ça se fait que je l'ai pas encore? Puis là, ça devient, c'est plus un processus, là, progressif, évidemment. Mhm. Processus et progressif, ça se ressemble, mais ça devient de l'acharnement. Donc, on n'est plus dans une énergie de manifestation fluide à ce moment-là. Et normalement, des fois, euh, ça peut arriver que quelque chose soit plus long. J'aimerais ça, c'est un petit peu comme nos carottes, on peut pas tirer dessus, là, pour qu'ils poussent plus vite. Donc, comme un pianiste ou un athlète olympique là, qui pratique longtemps pour en arriver à l'excellence, bien, Oui. nos plateaux, comment ça s'exprime? Oui. Ouais. Il y a vraiment deux angles. L'angle que tu apportes, puis c'en est un vraiment intéressant, je pense en tout cas que c'est pas tout à fait comme ça, je l'amène dans le livre, mais c'est deux façons de voir le plateau. Le plateau, de dire, OK, est-ce qu'on s'acharne sur quelque chose? Effectivement, à un moment donné, c'est comme si on atteint un niveau de réussite ou du moins de transformation, puis on a beau forcer, entre guillemets, et ça se transforme plus. C'est vrai, ça? Oui, parce que tu l'amènes plus dans l'axe dans le livre de garder la confiance pour Oui, en arriver pour au passer au suivant. processus, en Oui, c'est harmonie et ça. non être dans l'acharnement là. C'est ça. Alors, par exemple, quand on regarde, je sais pas moi, de la glace, hein, qui est congelée à -30 degrés et qu'on chauffe jusqu'à -10 degrés l'environnement, ben, en apparence, il n'y a rien qui s'est transformé. On a toujours de la glace. On se suit. Alors, on se dit, mais voilà, c'est un plateau. J'ai beau forcer, j'ai beau chauffer, ça donne rien.
Ouais, J'arrive pas à transformer ça en liquide. Tu vois, ça, c'est un petit peu l'angle que tu apportais. Alors, ça, c'est effectivement, et ça, oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et continue de chauffer encore un peu, sans t'acharner, mais dans la conscience que la glace va fondre et elle va devenir liquide à 0 degré. Et continue de chauffer encore, ça va devenir un lac ou une piscine confortable pour t'y baigner. Et continue de chauffer encore. Un jour, tout ça va s'évaporer. Tu sais? Alors, ouais, c'est de la transmutation ou le changement d'état ici dont on parle. Moi, je l'amenais d'un autre angle qui est un peu complémentaire parce que c'est un peu le même plateau, mais vu d'un autre angle. C'est l'angle de dire, quelqu'un qui dit, OK, moi, j'ai atteint un niveau confortable et je m'arrête là. Tu vois, ça aussi, ça arrive, on voit ça souvent. C'est comme, ouais, bon, ben, j'ai atteint mon niveau confortable, puis là, ben, mon évolution est faite, c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Tu sais. C'est un piège. C'est un piège. ouais, Et c'est l'image très douce que je prends par rapport à ça, c'est quand on veut passer du premier étage au deuxième étage ou au troisième, peu importe, on monte des marches. Et quand on arrive en haut des marches, eh bien, on est rendu au deuxième. On n'a plus besoin des marches, mais on n'est pas rendu au huitième encore. On est au deuxième. Alors, on veut continuer de marcher sur le deuxième. Tu sais, on voit ça des fois dans des centres ouais, d'achat, ils mettent un escalier roulant, puis après ça, il faut traverser le magasin pour prendre l'autre escalier roulant. Alors, c'est de savoir qu'il y a toujours une marche pour continuer. Ça, c'est un élément. ouais, Et de oui, on ne veut pas s'arrêter au plateau. Ce n'est pas la fin, au contraire. Et comme un athlète de très haut niveau qui s'entraîne, à un moment donné, là, il continue de s'entraîner, mais il ne voit plus en apparence, en tout cas de progression. Il doit continuer, persister. Pas s'acharner, persister dans la discipline. Comme par exemple, meilleur exemple, je peux prendre, c'est quand j'ai commencé à méditer, ça a pris une année avant que je touche à l'état, juste la fraction de seconde de l'état méditatif. C'est long, là, une année avant de parvenir à ça. Tu sais. Alors, et quand c'est arrivé, c'est disparu presque instantanément et ça a pris un autre 6 mois avant que ça revienne. Donc, c'est mes coachs à l'époque de méditation, ils me disaient, continue. 2 fois 20 minutes par jour, c'était la méditation transcendantale que j'ai commencé avec. Continue, persiste, continue, arrête pas, tu sais. Et un jour, tu vas voir, tout ça va se passer. ouais. Alors, c'est ça le plateau aussi d'un autre angle. Ouais, c'est ça. Puis comme tu mentionnes Mm. dans le livre, les choses sont en train de s'enraciner, puis les racines poussent toujours avant les branches. Et bien sûr, alors on sème une graine et puis on regarde, on ne va pas la déterrer constamment pour voir si elle germe. On fait confiance au processus. Et Et un jour, on voilà. sait qu'il y aura un arbre. Tout à fait. Puis je pense que le dernier élément que je voulais aborder avec toi, puis qui Mm. résume beaucoup l'ensemble de ton livre, quand tu parles de l'élévation, autrement dit, c'est la reconnaissance de qui on est. Tu sais, on cherche des grands termes, des fois, des grands principes et tout ça, puis c'est dans cette simplicité-là, quand on revient à cette lumière-là, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, je vais te laisser l'exprimer, là, dans tes mots à toi. Je pense qu'il y a tellement de choses qui se simplifient, qui s'harmonisent. De là, l'élévation se fait en plongeant à l'intérieur, en descendant. Oui, et ça, c'est le beau paradoxe, c'est l'élévation en plongeant à l'intérieur. C'est vraiment le paradoxe, hein? Parce Ouais, que plus on plonge profondément, plus on retrouve l'univers entier. C'est le paradoxe, encore une fois. Hein? vraiment. Alors, et c'est d'oser, oser rester dans cet espace-là intérieur suffisamment longtemps. Comme quand on prend un bain, par exemple, pour se détendre, si on reste 2 minutes et on ressort, on n'a pas atteint le niveau de détente encore que Ouais. le bon bain chaud peut nous offrir. Rester un peu plus longtemps jusqu'à l'apaisement et jusqu'à retrouver cette espèce de décontraction qui arrive à un moment donné et qui nous amène à retrouver cet état-là d'expansion et d'élévation, bien sûr. Ça donne une sensation d'élévation. Moi, je peux ça de l'expansion, élévation, peu importe les mots. Et c'est ça, on le trouve quand on reste dans cette présence à soi suffisamment longtemps pour y parvenir. Tellement. Merci Pascal pour ce moment privilégié. J'invite chaque personne à partager cette entrevue-là. J'appelle même pas ça une entrevue, c'est un entretien, c'est une énergie du cœur offerte pour le plus grand bien de tout le monde. Alors, si les gens veulent se procurer ce beau trésor-là, c'est quoi la meilleure façon, Pascal?
En fait, d'aller sur mon site web, parlecoeur.com, dans la section livres, il y a Phare dans la tempête et il y en aura d'autres. Alors, voilà, Les gens peuvent être abonnés à ton parlecoeur.com. infolettre aussi Peuvent sur ton s'abonner à site. l'infolettre. Oui, puis j'ai goût de rajouter peut-être un petit truc en terminant, Oui, puisque vas-y. tu m'y ouvres la porte. Ça, c'est un peu un punch à la fin du livre, oui et non. En fait, c'est qu'il y a un endroit, c'est écrit Joignez-vous à la communauté des phares. Et ça, sur mon site, il y a Oui, aussi un endroit, oui, où les gens peuvent important. vraiment. Oui, c'est ça, c'est quand on se reconnaît après avoir lu le livre, ou peu importe, on se reconnaît comme des phares pour nous et pour les Ouais. autres. On a envie des fois de se retrouver ensemble et partager Oui. un moment, avoir des outils, avoir des ressources. Et ça, j'invite les gens en allant sur toujours la page sur mon site dans la section livres. Il y a l'endroit où on peut vraiment se procurer le livre, mais il y a aussi l'endroit où on peut rejoindre la communauté des phares. Donc, quand vous serez rendu à cette page-là dans le livre, je vous invite vraiment à venir vous joindre à la communauté des phares. Et puis, voilà, ensemble, on crée plus de lumière. Ben oui, non, c'est vraiment une belle création. Puis à la fin du livre aussi, tu as une section qui invite les gens, dans le fond, à avoir un engagement de fort envers eux-mêmes Tout à avec fait. différents points de repère en ce sens. C'est vraiment bien fait. Et puis, Hmm. toute une section d'exercices aussi en fonction de chacun des chapitres. Et on le voit à la fin, où, effectivement, c'est mentionné, rejoignez la communauté des phares. Donc, Oui. page 186, si vous avez déjà le livre en main. Alors, Mhm. c'est un petit bijou. Je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau pour amener amour, douceur, bienveillance à l'intérieur et cette belle connexion à votre centre, ce dont on a le Hmm. plus besoin. Là-dessus, je te laisse le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, ça va être merci, Lynn. Merci, Lynn, de cette invitation, de ce beau Plaisir. partage. Et comme tu dis, c'est pas une entrevue, c'est un partage entre nous tellement naturel et spontané. J'adore. Merci. Merci d'être Excellent. là. En plaisir. Merci à toi. Hmm. Bye bye tout le Hmm. monde.